Yes. Merci. Très bonne introduction. Bonjour à tous. Donc moi c'est Thibaut Dezon, je suis ingé chercheur ML chez Esker. Esker que vous connaissez peut-être, c'est pas ma première fois chez Data Science, j'étais là il y a quelques mois peut-être pour vous présenter un tool Python qui s'appelle UV. Et là aujourd'hui, du coup, je vais vous parler vraiment de data science, enfin plutôt de machine learning, forcément de large language models, mais sur un sujet dont on parle pas beaucoup, qui vient un petit peu à la mode. Je vois qu'il y a plusieurs gros hébergeurs de LLM qui commencent à supporter cette technique-là, qui a plusieurs noms. Moi, j'ai choisi guiding, guidance, ces mots-là. Donc qui consiste en fait à guider la génération des LLM vers un certain format qu'on choisit à l'avance. Ça a pas mal d'intérêt, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Oui, cette présentation, elle va pas être très technique, donc si vous découvrez les LLM, si vous voulez découvrir un petit peu plus comment ça fonctionne, etc. dans les détails, et les implications que ça a, le fonctionnement intrinsèque des LLM, quelle implication ça peut avoir derrière sur la génération, sur ce qu'on obtient en sortie, sur les problèmes que ça a. On va essayer d'aborder tout ça aujourd'hui. Et du coup, pour les points un peu plus techniques, ce sera après. Ce sera pas dans cette présentation-là. Alors tout d'abord, on va reprendre au tout début, en fait, on va reprendre à la base. Faut bien voir que les LLM, et je pense que vous en êtes tous rendu compte si vous êtes ici, c'est vraiment une nouvelle manière de voir les choses dans l'intelligence artificielle, dans notre manière d'approcher des tâches et des problèmes complexes, alors que ce soit de NLP, maintenant plus que juste de la NLP. Et notamment, en fait, même pour des devs qui ne sont pas forcément familiers avec l'intelligence artificielle, ça leur permet d'aller aborder des tâches, ces tâches-là beaucoup plus facilement, directement, sans avoir à collecter un dataset, etc., faire des entraînements, faire des tests, vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de biais. C'est des choses qu'il faut quand même faire un petit peu, mais beaucoup moins quand même, et ça va beaucoup plus vite de faire les choses grâce au LLM. Je vais commencer avec une toute petite slide pour parler d'Esker, chez qui je travaille depuis 6 ans maintenant. Esker, du coup, c'est un développeur logiciel à Lyon qui a beaucoup participé à Lyon Data Science il y a longtemps. Il y avait pas mal de membres actifs à Lyon Data Science. Et on travaille beaucoup en fait sur tout ce qui est automatisation de process d'entreprise. Et notamment, en fait, on a beaucoup de tâches on a beaucoup de use case d'IA, notamment dans ce qui est compréhension de documents entrants. Donc il faut imaginer des factures, des bons de commande, on va parler un petit peu de tickets de caisse dans cette présentation. Essayer de comprendre du coup ce que contiennent ces documents, essayer de structurer l'information qu'ils contiennent, et pour ensuite mettre à disposition cette information-là pratiquement instantanément, sans avoir besoin d'un opérateur humain, ou alors juste avoir besoin d'une petite vérification. Donc ça a été, pendant longtemps, ça a été notre principal use case d'IA chez Esker. Maintenant, c'est pas mal développé avec notamment les LLM, etc. Et par rapport à ce que je disais avant, du coup, les LLM, ça a été l'occasion pour plein de devs, et je pense que c'est un peu le cas dans toutes les entreprises, qui ne sont pas très familiers avec l'IA, de se mettre à faire d'eux-mêmes, par eux-mêmes, certaines tâches. Et cette présentation, c'est un petit peu pour eux aussi. Dans le sens où le guidage de LLM, c'est une petite technique de pas grand-chose, qui est de plus en plus accessible, et qui permet de simplifier grandement la vie dans notre manière de les utiliser. Alors, ouais, un point dont j'ai un petit peu parlé, mais en fait, les LLM, du coup, ça permet de faire de l'IA pas cher et rapidement, en attendant de vraiment s'intéresser aux problèmes qu'on veut traiter, et d'y mettre les moyens et de faire les choses mieux pour moins cher et beaucoup plus lentement, on va dire, en y mettant en tout cas beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. J'ai essayé un petit peu en faisant cette présentation-là, de réfléchir un petit peu à toutes les tâches que les LLM sont capables de réaliser, comme ça, juste en écrivant une petite phrase pour leur demander. Il y a tout ce qui est classique de la NLP, du traitement du langage naturel, donc traduction, résumé, classification
classification de texte, détection, alors ça rentre un petit peu dans la classification, mais détection d'intention. On peut aussi faire de la génération de texte, des fois pour générer des datasets, c'est assez intéressant. Récemment, du coup, récemment, depuis quelques années, il y a beaucoup les modèles de chat qui sont mis en avant énormément, alors que c'est un use case parmi tant d'autres. J'en ai d'autres encore. Réécrire un texte dans un autre ton, mais aussi en changeant certaines parties, mais juste en spécifiant vaguement ce dont on a envie. On peut faire de la correction de grammaire, on peut faire de l'extraction d'informations, c'est quelque chose qui va pas nous intéresser ici. Du question-réponse, qui est un format qui est très très vague et très générique et qui peut couvrir beaucoup de choses. De la planification, notamment sur des tâches très complexes qui nécessitent du coup plusieurs étapes, de réfléchir à l'avance, d'anticiper des choses, etc. Donc c'est des choses que maintenant les LLM sont de plus en plus capables de faire. Et quelque chose qui arrive très très vite également, tout ce qui est utilisation d'outils, où on est de plus en plus capable de spécifier à l'avance quels sont les outils à disposition d'un modèle et par lui-même il va aller choisir quel est l'outil qu'il veut utiliser pour résoudre le problème qu'on lui pose et exécuter cet outil, récupérer le résultat et ensuite bénéficier des résultats de l'outil pour répondre correctement à la question. Il n'y a probablement pas tout. J'y ai passé juste 5 minutes et j'ai rempli la slide et j'ai pas voulu en mettre plus. Mais en fait, c'est vraiment une révolution pour nous les devs. Et là, c'est que dans ce qui est principalement dans la NLP. Mais on se rend compte de plus en plus que ça touche les images, ça touche la voix, ça touche la vidéo, ça touche plein d'autres modalités. Et donc, toutes les tâches classiques de ces autres modalités-là aussi sont impactées. Une rapide démo. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui est cool avec les LLM, c'est que il y a plein de modèles open source. Là, j'en ai installé quelques-uns. Donc, il y a un vieux Mistral 7B, donc qui est bien français. SmallLM 2, je ne sais pas si certains connaissent SmallLM. Pas du tout. Donc, alors Mistral, tout le monde connaît. Ouais. SmallLM, du coup, c'est fait par Hugging Face. Et la vocation de ces modèles-là, c'est d'être les plus petits possibles. Et en étant les plus puissants quand même. Et donc SmallLM 2, c'est un modèle qui est sorti très récemment, qui fait 1,7 milliard de paramètres. Et ça, c'est le plus gros des SmallLM. Les plus petits, ils font 200 millions de paramètres. Donc en fait, c'est à vocation en fait, à revenir un petit peu à la taille des modèles du temps de nos ancêtres, du temps de BERT. Là où on trouvait que BERT large était incroyablement gros et impossible à entraîner et qui faisait 300 millions de paramètres. C'est un peu revenir à cette époque-là et voir un petit peu ce qu'on est quand même capable de faire avec des modèles aussi petits. J'ai un modèle de vision qu'on pourra utiliser, donc, qui est multimodal vision texte, un modèle de code qu'on ne va pas utiliser et juste Llama 3.8b, pourquoi pas. Et donc ce qu'on peut faire, qu'est-ce que j'avais mis comme truc? On peut faire par exemple de la traduction. Alors du coup, par exemple, on va essayer du coup d'utiliser le modèle de manière la plus basique possible pour de la traduction. Donc on peut faire un truc où on met une phrase en anglais, My Taylor is rich, et on met juste français, 2 points. Et voilà. Alors, peut-être que si j'arrive à... Ouais. C'est vraiment le prompt le plus basique et le plus minimaliste possible. C'est un peu volontaire. Où du coup, en fait, alors ça c'est aussi parce que Llama 3.1, il a été entraîné à respecter les instructions, à aller suivre, à aller, aller répondre à une conversation, à interagir en mode conversationnel. Probablement que des modèles plus anciens, on ne va pas faire seulement le test parce que c'est pas forcément le plus intéressant, mais des modèles plus anciens, alors sans forcément remonter à GPT-2, mais les premiers modèles qui n'étaient pas forcément entraînés à suivre des instructions n'ont pas forcément ce comportement-là. Donc ça déjà, il faut garder en tête qu'il y a des comportements qu'on maintenant on prend pour acquis, qui ne sont pas du tout de base, et c'est juste que c'est vraiment quelque chose de spécifique avec nos modèles. Tous les modèles maintenant fonctionnent en mode chat. Pour le meilleur et pour le plus mal. Je pense qu'on s'y est tous fait plus ou moins. Et donc voilà, il génère alternativement depuis un user, ensuite il répond en tant que système, etc. Bon, on s'y est fait.
Je vais passer un petit moment à revenir un petit peu sur les bases de comment fonctionne un LLM et notamment parler un petit peu du prompting pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Ouais. Et donc voir un petit peu en détail intrinsèquement, sans forcément aller trop technique non plus, mais voir un petit peu comment ça marche, comment on fait pour générer du texte avec un modèle qui a priori il n'a pas grand chose pour générer du texte. Alors ce qui se passe, c'est que ça va se présenter de cette manière-là, où on a notre grosse boîte qui va être notre modèle, donc avec écrit en gros Large Language Model, qui du coup on va avoir les inputs qui vont être en bas et les outputs qui sont en haut. Et ce qui se passe, c'est que l'input elle a plusieurs formes, et notamment nous en tant qu'humains, du coup on va plutôt utiliser la forme textuelle pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais il y a une étape de tokenisation qui est introduite et qui vient découper du coup la séquence textuelle en unités qu'on appelle des tokens. On ne va pas forcément aller dans les détails, mais du coup c'est ces tokens-là qui sont donnés au modèle, les modèles les manipulent, et ensuite pour chacun des tokens, il produit une sortie. D'accord. Et on ne va pas forcément s'intéresser à plus que ça. Du coup, ici en vert, j'ai ce qu'on va appeler le système prompt, on va dire, dans un prompt basique, où par exemple on va décrire la tâche. Donc là, ici, pour reprendre ma démo, du coup, translate this sentence into French. Bon voilà, comme ça on dit au modèle, voilà, tu vas devoir traduire en français ce qui vient ensuite. Généralement, on va faire suivre ça pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se passe par quelque chose qui va dépendre du coup de l'utilisateur qui va changer. Donc par exemple ici, là, dans notre situation, ça va être un user prompt, donc du coup la partie qui vient de l'utilisateur. Donc bon, là j'ai mis une autre phrase. Et ensuite, on va laisser le modèle commencer à générer les séquences. Ce qui va se passer, alors c'est qu'on s'imagine là, si on est au milieu de la génération, il a commencé à générer les tokens qui correspondent à... Enfin, il a une input qui ressemble à l'errors son. Et en fait, on va uniquement s'intéresser... Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. On va uniquement s'intéresser à la prédiction du modèle sur le dernier token. Cette prédiction-là, ça va ressembler à une espèce de distribution de probabilité. Donc il a prédit plein de chiffres différents. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle, il a un vocabulaire, il a un très grand vocabulaire. Il va prédire une valeur numérique pour chacun de ces tokens de son vocabulaire. Donc, ouais, on va dire des tokens. Et donc plus la valeur numérique associée à un token est grande, plus le modèle pense que ce token est probable d'apparaître à cet endroit-là. Et le modèle est entraîné de manière à ce qu'il prédise en fait le prochain token à chaque fois. Et donc là, par exemple ici, si on a une politique de sélection de tokens, une politique de sampling, on appelle ça, qui prend toujours le token le plus élevé, et ben, du coup on pourrait prendre par exemple celui-ci qui correspondrait à rouge. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que le token correspondant à rouge qui vient d'être prédit, on va l'insérer dans l'input à la fin, de cette manière-là, et on va aller re-exécuter le modèle en entier pour générer les tokens suivants, et en fait on va générer les tokens un par un. Donc, pour récapituler un petit peu, du coup, notre modèle, à chaque fois qu'on veut générer un token, on va exécuter tout le modèle une fois et récupérer du coup la dernière sortie et l'ajouter à la fin pour revenir avec et avancer comme ça petit à petit. Pas à pas, on va être capable de générer des séquences. Et c'est parce que les modèles sont entraînés sur des textes immenses à prédire le prochain token que en fait, on arrive à générer des textes qui ressemblent à quelque chose et en même temps, derrière, si on les entraîne à suivre des instructions, etc., les modèles sont capables de faire des conversations, résoudre des tâches, etc. etc. Et donc, les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'avais mis une démo de prompting. Alors oui, alors on peut faire quelque chose. Alors c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On va en faire un autre. Alors les modèles se débrouillent très bien en traduction, mais alors bon, en traduction du coup, on pourrait avoir des choses où on peut donner des exemples
des exemples modèles de traduction qui fonctionnent, enfin de traduction de couple anglais-français, et ensuite demander voilà une phrase en anglais et traduis-la moi en français, etc. Est-ce que... Non, ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a plein de techniques de prompting qu'on peut utiliser. Hop là. Mais nous, ce qui va plus nous intéresser, désolé, je vais sauter cette démo-là, pour avoir un peu plus de temps pour parler du guidage de LLM, qui est un peu plus particulier et qui du coup va pas agir du coup sur cette partie input, mais va agir du coup sur la partie de la prédiction du modèle, comment est-ce qu'on va la manipuler. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que notre modèle, à chaque fois, du coup, il va, comment dire, il est un peu aveugle dans sa manière de générer du texte, vu qu'il génère les tokens un par un. Et donc, il n'a pas forcément cette capacité à anticiper ce qui va se passer à l'avenir. Et il y a d'autres techniques qui sont vraiment très coûteuses pour être capable, du coup, avec du beam search et ce genre de choses-là, de faire de la recherche, aller très loin dans la séquence, voir ce qu'on a réussi à générer et revenir backtracker tout au début si c'était quelque chose qui ne nous plaisait pas et sélectionner la meilleure. Le guidage, ça va être quelque chose où on va essayer de spécifier à l'avance un format qu'on veut obtenir à la fin. Et on va imposer au modèle, dans la manière dont on va sélectionner le sampling, la manière dont on va sélectionner le prochain token, on va imposer la sélection de manière à ce que la génération respecte le format qu'on a défini au départ. Et du coup, quand on cherche à avoir en fait une structure, alors par exemple le cas d'usage le plus courant, c'est on cherche à avoir un JSON en sortie, parce que derrière on veut l'utiliser dans une API, on veut structurer l'information pour pouvoir l'utiliser pour un dev, etc. C'est vachement pratique d'avoir un JSON avec des clés très spécifiées, avec des types sur les valeurs qui sont spécifiées à l'avance, etc. Comme ça on sait à quoi s'attendre. Là où les modèles actuels, on peut essayer dans le prompt et essayer d'aller spécifier au maximum en détail ce qu'on veut obtenir, etc. Et il va respecter ou pas, mais on ne sait pas trop à l'avance. Et c'est l'entraînement qui va déterminer si le modèle il va respecter l'instruction qu'on lui donne ou pas. Avec le guidage, on va avoir beaucoup plus de certitude. En fait, on va avoir la certitude que la production du modèle va respecter ce qu'on voulait. Alors, je prends un petit exemple ici d'extraction d'informations dans un texte libre, on va dire, où je lui demande de récapituler les informations dans le texte suivant, dans un format JSON, et notamment d'inclure les clés model name, nombre de paramètres, la taille du contexte et le prix par token. Voilà. J'inclus la phrase ensuite, les phrases qui m'intéressent. Donc voilà, Mistral 7B, il a tant de paramètres, il a une taille de contexte de temps, etc., etc. Et dans un contexte où on va guider le modèle, on va pouvoir spécifier par exemple que la structure que je veux, elle ressemble à ça. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que les tokens en gris, c'est des choses qui n'ont pas encore été générées, mais on sait à l'avance que ça va apparaître. Et le guidage va permettre au fur et à mesure, au cours de la génération, à certains moments, c'est le guidage qui va prendre la main sur la génération et qui va introduire certains tokens, et à d'autres moments, on va utiliser le modèle pour générer les tokens qui nous manquent. Alors au début, en fait, il n'y a aucune incertitude sur la génération. On sait qu'on veut un JSON et du coup, il nous faut une accolade ouvrante. Donc la première chose que va faire notre modèle quand il est guidé, on va générer automatiquement une accolade ouvrante. Et ce n'est pas une exécution du modèle qui va générer cette accolade ouvrante. Il ne va pas y avoir un calcul de distribution, etc. On sait forcément qu'il va y avoir une accolade ouvrante qui va commencer notre texte. Ensuite, si notre ordre de clés il est spécifié à l'avance, ce qui est souvent le cas en réalité dans les librairies et les algos de guidage, et ben, du coup, la première clé qui va apparaître dans notre JSON, c'est forcément model name.
Donc ça va être quelque chose qui va être généré à l'avance. Donc déjà ici, dans les, on va dire les deux premiers tokens, alors c'est pas vraiment deux tokens, mais dans les deux premières itérations, en fait, on a évité d'évaluer le modèle. On a évité deux évaluations et on est directement passé à, on a une accolade ouvrante, on a model name de points. Et là, à ce moment-là, on est dans l'incertitude de, on sait que le modèle il doit générer une valeur. Enfin, on sait qu'à cet endroit-là dans le JSON, plutôt, on attend une valeur, mais c'est pas défini dans notre structure, on n'a pas forcément de contrainte plus que ça, à part que j'aurais pu spécifier ici, par exemple, qu'on attend une valeur de type string. Donc à ce moment-là, on va exécuter le modèle une fois, récupérer une distribution sur les tokens, donc sur un seul token. Alors là, pour faire simple, j'ai inclus deux séquences différentes qui pourraient nous intéresser. Il y en a une avec les accolades, une sans les accolades, par exemple. Les deux, c'est les deux plus probables. Et du coup, avec le guidage, on a pu avoir des contraintes de type, par exemple, qui imposent qu'une string en JSON, elle est entourée d'accolades, pas d'accolades, de guillemets. Et du coup, ça va plutôt être le guillemet Mistral 7b, fermez les guillemets, qui va être sélectionné plutôt que l'autre. Et ce, peu importe si le deuxième était plus probable dans la distribution du modèle, parce qu'en fait, c'est le typage imposé par le guidage qui nous impose d'avoir cette forme-là. Alors la virgule ici, je l'ai mise comme ça, mais en vrai, elle pourrait être elle pourrait être générée par le guidage ou par le modèle en fonction. Et donc on en revient à la ligne suivante. Une fois qu'on a mis une virgule après notre valeur, on sait qu'on en revient à une clé. Et donc on va générer automatiquement la clé suivante par le guidage. On rejoue la même chose, on arrive sur une valeur, on a peut-être des contraintes, mais on sait pas, on a une incertitude en tout cas sur ce qu'on veut générer, donc on va utiliser le modèle. Ça va être 7 milliards qui va être généré, etc., etc. Donc là, le context size, on sort 2048. Pour le token price, on peut avoir la même chose, où on pourrait avoir par exemple quelque chose qui ressemble à une string avec la currency dollar qui est incluse, parce que c'est comme ça dans le texte. Mais si dans notre structure qu'on attendait, on voulait un type flottant, et ben même si c'est pas forcément les tokens les plus probables, la génération la plus probable par le modèle de manière naturelle, ben c'est plutôt le type flottant qui va être choisi, parce que c'est ce qui respecte la structure qu'on a imposée au départ. Donc après, c'est à nous au départ quand on fait notre requête, quand on définit la structure qu'on veut obtenir à la fin, d'être accord avec nous-mêmes et de bien spécifier correctement ce qu'on veut obtenir à la fin. Et ce, jusqu'à en fait qu'on atteigne la fin de notre structure, ici qui est représentée par l'accolade fermante. Alors ici, dans cet exemple-là, assez simple, du coup, c'est un bed JSON avec juste des clés valeurs assez plats, etc. Mais en fonction des librairies, en fonction des API, etc. Alors, le JSON est plutôt très bien supporté dans toutes les API, que ce soit OpenAI, Google ou les autres. Il y a des librairies disponibles open source qui permettent d'aller beaucoup plus loin et d'aller spécifier des structures par de la regex ou par d'autres choses. Et en fait, globalement, tout ce qu'on peut implémenter un parseur de grammaire formelle, partout où on peut implémenter un parseur de grammaire formelle pour une certaine structure, ben on va pouvoir guider pour générer ce type de structure-là. Donc on pourrait utiliser du guidage pour générer du code Python valide, par exemple. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait dans la pratique quand on demande à un LLM de générer du code, mais ça pourrait être quelque chose qui est tout à fait imaginable. C'est juste qu'au bout d'un moment, on va arriver à un trade-off où le parseur, la complexité du parseur nécessaire qu'on va évaluer à chaque fois pour vérifier que notre modèle il respecte bien, ce que veut générer notre modèle respecte bien notre grammaire, on va avoir un coût bien trop élevé par rapport en fait, au coût du modèle. Alors je liste rapidement quelques bénéfices à cette technique-là. Alors le principal intérêt du guidage de LLM, en fait, c'est vraiment d'imposer à l'avance la structure qu'on veut obtenir. Alors je l'ai déjà dit, mais le cas d'usage le plus courant, en fait, c'est spécifier un JSON dans le cadre d'une API, où il y a des utilisateurs qui vont interagir avec, ou des devs qui vont interagir avec.
Et notamment quand on veut par exemple faire de l'extraction d'informations, bah, si on sait à l'avance quels sont les noms des informations qu'on veut extraire, globalement leur structure, s'il y a des listes, s'il y a des objets complexes, etc. On va pouvoir du coup imposer cette structure-là, potentiellement avec des valeurs qui apparaissent pas, potentiellement avec des valeurs qui permettent plusieurs formats, etc. Mais au moins on est sûr à l'avance de la forme, et du coup quand on va faire un JSON.load du retour de notre requête, eh ben on sait que ça ne va pas planter. Ou alors ça a planté ailleurs, mais c'est pas ça le problème en tout cas. Deuxième bénéfice très important en fait, alors principalement avec les petits modèles qui en fait n'ont pas la capacité dans leur poids de suivre très précisément l'instruction qu'on leur donne, notamment quand on leur donne un schéma qui est extrêmement complexe, etc. à suivre. Les petits modèles vont avoir beaucoup de mal par eux-mêmes à respecter les contraintes qu'on leur impose dans la génération. C'est beaucoup moins vrai avec un GPT-4o par exemple ou des O1, etc. qui vont être capables de, par eux-mêmes, aller vérifier que ce qu'ils vont générer, du coup ils vont pas forcément vérifier, mais au cours de la génération, ils font très attention aux contraintes qui sont imposées dans le prompt. Et en pratique, c'est très rare. J'ai fait pas mal de tests avec des formats demandés assez complexes, et en pratique, c'est très rare que même un 4o se plante dans la structure d'un JSON. Là où rien qu'un 4o mini, par exemple, il a déjà plus de mal à respecter un JSON contraint. Donc, un des bénéfices, en fait, c'est une amélioration de la qualité des résultats. La qualité parce que, du coup, le modèle respecte forcément le format. Et surtout, en fait, ça guide le modèle dans sa génération, dans le sens où, vu qu'on lui donne des noms de clés, alors il vaut mieux donner des noms de clés qui ont un sens, ça va lui permettre de se rappeler, ah oui, à ce moment-là, il faut que je génère ça, hop. Ensuite, on passe à autre chose, on a une nouvelle clé, hop, il va générer la nouvelle clé, etc. Là où parfois il y avait des techniques où on faisait plusieurs appels en demandant de générer un à un les éléments. Et ça marchait plutôt bien, et à la fin on recompilait les résultats, mais du coup ça voulait dire qu'on filait plusieurs fois le contexte, ça veut dire que des fois il pouvait confondre deux choses qui étaient un petit peu proches, etc. Là, dans le même contexte, il va potentiellement, dans le cas, alors j'ai un petit exemple pour des choses qui peuvent être complexes ou un petit peu pointues à différencier. Quand on veut extraire par exemple un montant total hors taxe et avec taxe, un petit modèle, il voit un montant total à un endroit, il va se dire bah, je le prends, et si on lui demande dans deux fois le hors taxe et le avec taxe, bah, ça se trouve il va prendre deux fois le même, alors que si dans la même génération on lui demande le hors taxe et le avec taxe, et que dans le même contexte il voit qu'on lui demande les deux, et bah, il va se rendre compte qu'il doit en prendre deux différents. Donc c'est des petites choses comme ça qui améliorent la qualité en fait en pratique assez significativement. Et alors celui-là, il est un peu plus... ça dépend. Ça peut pas mal améliorer la vitesse de génération du modèle, notamment parce qu'en fait, on n'utilise pas le modèle pour générer chacun des tokens. Donc tout ce qui est les tokens de structure, de clés, etc. Notamment, du coup, on peut se permettre d'avoir des clés plus longues et plus descriptives dans notre template de structure. Mais j'ai fait d'assez mauvaises expériences sur certaines API, qui, je ne sais pas comment. Le fait d'imposer un format, notamment un format peut-être un peu complexe, va entraîner du coup d'assez gros ralentissements et peut-être des coûts en token supérieurs. Je soupçonne fortement qu'il y a du backtracking dans la génération qui a lieu parfois. Donc c'est-à-dire que là où potentiellement... alors ici, la génération était très simple, mais on pourrait imaginer des cas où, au fur et à mesure de la génération d'une valeur, on se rend compte qu'on sort du format, mais on est sorti du format après avoir commencé à générer la valeur, et du coup, l'algorithme de guidage est obligé de backtracker, revenir en arrière dans la génération, et ensuite de prendre une autre branche, une branche différente. Et ça peut engendrer des coûts. Donc, il faut faire attention quand même dans la structure qu'on va imposer. Et dans la nature des contraintes qu'on va imposer au modèle, notamment je pense quand on file des regex à respecter au modèle, ou quand on file par exemple un langage, une grammaire d'un langage formel, etc. Ça va très probablement imposer du backtracking au modèle et du coup des coûts associés qui sont assez néfastes. Mais pour des choses très simples, comme de l'extraction d'informations, c'est un super outil à avoir dans sa boîte à outils.
Je reviens ici. Donc voilà, le speed-up, parfois, mais pas toujours. Et ça dépend aussi beaucoup des algorithmes qui sont utilisés. Il y a différentes librairies qui existent. Chacun le fait un peu à sa sauce. Et on n'a pas toujours les mêmes résultats partout. Et on va enfin attaquer la partie un peu plus intéressante où il se trouve que j'ai découvert récemment que Ollama avait commencé à supporter le guidage de LLM nativement. De la même manière que OpenAI, et en fait, alors quand on fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec les requêtes à OpenAI, mais du coup quand on a le chat.completionCreate, on a le modèle, on a les messages, etc. Et ensuite on a une clé qui est optionnelle qui s'appelle format. Et dedans, alors dans OpenAI on peut mettre juste JSON, la string JSON, et du coup on va imposer au modèle de générer un JSON, n'importe lequel, aucune clé valeur, etc. imposée. Mais aussi on peut filer un JSON schéma. Qui est un JSON schéma. Alors ça c'est un truc que j'ai découvert aussi, donc qui vient spécifier un peu comme les XML schéma, qui vient spécifier la forme d'un JSON, très classique. Et il se trouve qu'en Python, une manière simple et assez efficace de générer des JSON schémas, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle Pydantic. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc qui permet de spécifier des types qui est pas mal utilisé pour des ORM, pour des requêtes, pour de la REST API, etc., pour sérialiser, désérialiser des objets selon un certain format. Alors, ce qui se passe, c'est que mon interface, mon chat UI, là, il est un peu naze et il supporte pas l'argument format dans ces requêtes. Du coup, je suis obligé un peu de tricher et d'aller lui insérer, j'ai un peu modifié le code et je vais insérer le format en dur dans le chat UI et vu que c'est du JavaScript derrière et tout, je vais agrandir. Hop. Là, vous voyez bien. Donc en gros, waouh, j'arrive pas à... C'est chiant ça. Bon bah, disparaît. Donc là, j'ai un petit bout de code vachement simple où en fait, je peux définir un base model Pydantic. Là, du coup, j'avais défini ça. Et derrière, je peux l'exécuter pour aller injecter ça dans mon chat UI pour imposer du coup à respecter la structure Pydantic que je suis en train de définir là. Et du coup, à chaque fois que je vais appeler mon chat UI ensuite, il va être obligé dans toutes ses réponses de respecter la structure que je lui impose. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que pour l'instant, si je fais n'importe quoi, hi, il va me répondre correctement. Voilà, il fait un peu ce qu'il veut. Là, si dans mes trucs, je mets quoi? Name, c'est une string, age, un int. Truc très simple. Donc je veux un JSON avec un nom sous forme de string et un âge sous forme d'entier. C'est là qu'il faut que j'exécute ça quand même. uvrun python. Hop. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer le truc, je crois, si je fais ça. Ok. Ah, j'arrive là. Alors un JSON format, ça ressemble à ça. C'est illisible, franchement, les faites pas vous-même, faites-les avec Pydantic. J'ai essayé, on se prend la tête. Globalement, on va voir les différents champs ici, name, avec du coup il y a des descriptions aussi qu'on peut insérer dans un JSON schéma qui sont vachement pratiques du coup parce que du coup c'est des choses qu'on peut insérer dans le prompt et du coup ça peut donner en avance au modèle à quoi la structure qu'il doit générer va correspondre et du coup si on a des descriptions en plus, il peut avoir un peu plus de détails sur des choses un petit peu pointues, genre par exemple si on veut générer une date et qu'on la veut forcément au format ISO, et bon, on peut mettre dans la description qu'on veut une date au format ISO et les modèles comprennent qu'une date au format ISO ça ressemble à une certaine chose. Etc., etc. Dans Pydantic en plus, et je crois que c'est respecté, ça colle pas mal avec les jeunes schémas, on peut avoir des contraintes un peu plus spécifiques. Alors est-ce que derrière le moteur de guidage va respecter ces contraintes-là? C'est pas sûr, ça va dépendre. Mais là du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon JSON schéma sur mon interface, et maintenant si je commence à lui parler, my name is Thibaut,
I'm 29. Il m'a généré un JSON. Ok. Et surtout, il m'a généré. Alors, du coup, si je fais la même chose, alors, du coup, en fait, j'ai un -x pour supprimer le fichier. Comme ça, il est un peu plus libre. En JSON, please. Non. Un problème qu'on peut avoir, voilà, exactement ce que je voulais. Un problème qu'on peut avoir pas mal si on n'utilise pas de guidage et qu'on essaie de générer du JSON avec un modèle qui a été entraîné à faire de l'instruction ou à faire du chat, etc., c'est qu'il va nous faire ce truc-là. Alors il y a deux problèmes ici dans ce qu'il nous a fait. C'est que premièrement, il nous a mis du texte avant, après, pour nous expliquer ce qu'il a fait. On n'en veut pas quand on est dans un contexte où on va appeler une API et qu'on veut juste récupérer le résultat, etc. Et deuxièmement, ça se voit pas, mais en fait c'est un problème avec tous les modèles qui sont entraînés à faire du chat, c'est que l'interface de chat ici, elle est faite pour rendre du markdown, généralement. Et du coup, les modèles sont entraînés à générer du markdown. Et ce que fait le modèle, alors je ne sais pas si j'ai un moyen simple de vous le montrer en RAW là-dedans, mais croyez-moi sur parole, en fait, là-dedans, pour avoir cette interface-là dans l'interface, il a inséré trois backticks. Vu qu'il n'y a pas de lint, il n'a pas mis JSON. Ensuite, il a mis le contenu et il a remis trois backticks. C'est un copie comme Outlook, je pense. Si je copie. Ah oui. Ah ouais, t'as raison. Là, tac. Tu as un fichier. Ouais. J'essaie juste de faire ça. Exactement. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui m'a généré le modèle. Et dans un contexte où, dans un contexte d'API, bah, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et on est obligé, en pratique, soit d'aller mettre des prompts en plus pour aller forcer le modèle, l'inciter très fortement à uniquement générer le JSON et que le JSON, lui mettre des exemples, lui faire du few-shot learning en lui montrant quelques exemples très simples, etc. Et même en faisant ça, bah, on n'est pas sûr en réalité qu'ils comprennent réellement ce qu'on veut. Et souvent, on se résout à implémenter un vieux parseur Markdown pour aller chercher trois backticks et aller récupérer le JSON qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est mon problème avec les modèles de chat qui font absolument n'importe quoi. Hop. Voilà. On va pouvoir s'intéresser du coup à des choses un tout petit peu plus complexes, ou par exemple, est-ce que je passe... Ouais, on reviendra à la démo après si on a encore un petit peu de temps. Oh, si, allez. L'utilisation nous on en fait à Esker, et qui se trouve marche vraiment bien, c'est qu'on l'a utilisé pour en fait faire de l'extraction d'informations dans des tickets de caisse. Alors il se trouve que du coup parmi tous les documents qu'on veut traiter, il y a des tickets de caisse. C'est l'application, truc tout con quoi. Les consultants, les mecs en déplacement, ils ont des notes de frais à faire valider, ils prennent en photo avec leur téléphone dans l'appli, bam, on scanne le truc. On avait un truc qui faisait de l'extraction d'informations avec un OCR et tout avant. On veut remplacer ça par un LLM multimodal visuel qui fait tout à la volée et tout, qui génère un JSON vachement propre et qui l'envoie directement, et ça simplifie la vie des développeurs. Et nous, ça nous simplifie la vie parce qu'on n'a pas de post-processing à faire. Et c'est directement tout beau. On prend l'image, on file au modèle et on a un JSON en sortie et pof, on file ça au dev. Donc c'est tout beau. Je vais écrire rapidement du coup le truc qu'on veut. Alors nous, on veut par exemple le vendor name. Vendor company name, parce que je crois qu'il fait un peu n'importe quoi sinon. Donc ça c'est une string. On veut le total amount. Amount. Ça va être un flottant. On va peut-être vouloir la currency par exemple. Ça va être une string. On va vouloir la date. Une string. Et on va vouloir... c'est déjà pas mal. Ou alors peut-être la compagnie adresse. Compagnie adresse. Alors on va commencer avec une string et on va voir ensuite que on va changer ensuite un petit peu ce truc-là pour essayer de lui faire décortiquer l'adresse, parce que je vais vous montrer le ticket. Peut-être que vous le connaissez si vous avez travaillé sur la compréhension de documents. Il est où? X.
Non, je l'ai pas. Si, il me le propose juste pas. Mon ticket ressemble à ça. Tanmunian, en fait, ça provient d'un dataset public qui s'appelle IGDAR, qui date de 2019. Moi, j'ai fait ma thèse dessus. Du coup, il y a une espèce de relation sentimentale avec ce dataset. Ça ressemble à ça, c'est des tickets malaisiens, etc. C'était vachement chouette pour l'époque, maintenant il y a des datasets beaucoup mieux. Il y a un peu d'écriture manuscrite et tout, donc c'était vachement chiant avec un OCR. La qualité est pas folle, voilà. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va filer directement l'image à notre modèle, un modèle qui n'a pas du tout été entraîné dessus. Il y a ça aussi qu'il faut dire. On va filer ça, tac, ok, c'est pas mal. Alors, il faut que j'arrive à sélectionner ça. Alors, waouh. Ah, vraiment, c'est pas fait pour. Hein. Allô? Waouh. J'envoie mon JSON schéma. Alors, je peux vous le montrer du coup. Bon, il va être énorme, ça va être super chiant. Mais bon, voilà, c'est un petit pavé. Bon, il est même pas si chiant que ça. C'est un petit pavé. On va revenir ici, on va créer une nouvelle conversation. On va choisir un modèle qui est multimodal. Donc ici, j'avais Llama 3.2 Vision. On va aller, hop, prendre un fichier. Alors, c'est où? Dans code Lyon. Et c'est ce JPEG là. Hop. Et là, je vais lui dire extract information. Formation from this receipt. This receipt. Le prompt nul. Mais vu qu'on guide le modèle à générer un JSON au fur et à mesure et qu'il a les noms qui ont un petit sens, qui sémantiquement font sens, en fait on n'a pas forcément besoin d'avoir un prompt si évolué que ça. La structure par elle-même indique au modèle ce qu'il doit faire. Alors il va mouliner un petit peu, non ça va, ça va. Alors forcément du coup vu que je lui demande de générer un JSON, là du coup dans l'interface c'est vachement moche. Voilà. Point JSON. Ok. Et donc voilà, il m'a généré ça. Waouh. Ah, vraiment. Est-ce que je peux avoir l'image à côté? Est-ce qu'on va y voir quelque chose? C'est ambitieux. Où il arrive, ouais. Alors il arrive à récupérer le total correctement, la date, et il l'extrait directement. Et en fait, vu qu'on ne lui a pas spécialement donné plus d'indications que ça dans le truc, il la copie directement, il ne la met pas forcément au format ISO. L'adresse, il nous met un gros pavé de texte, mais qui correspond en fait bien à l'endroit où il y a l'adresse. Les adresses malaisiennes sont assez horribles. Visiblement, ça a l'air d'être un vrai problème chez eux. Et je pense que le vendor company name n'est pas bon. Ah si, il a pris le BookTalk truc. Ok. Pourquoi pas. Et donc ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que si on veut une structure qui est plus compliquée, qui est plus complexe, pardon, par exemple notre compagnie adresse, on veut la décomposer en plusieurs sous-éléments, on peut tout à fait, alors du coup là c'est l'avantage de PyDantic, on peut tout à fait créer notre classe adresse, qui va être un base model, et ici on va avoir la city, la street, le street number. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre dans postal code? Ouais, j'aime bien ce que tu me proposes. Ouais. Ça c'est Copilot qui le fait pour moi. Et tout ce que j'ai à faire en fait, c'est remplacer ce truc-là par adresse. Hop. Donc là c'est le niveau 1 du JSON schéma de guidage où on a un schéma qui est un tout petit peu plus compliqué qu'un truc vraiment classique. Je lui envoie, et si je lui fais régénérer ce truc-là, alors du coup, où est-ce que ça va être là? Hop. Cette fois-ci, ça va beaucoup plus vite parce qu'en gros, c'était le modèle qui prenait du temps à charger, et je pense que aussi il garde en cache les key values de l'image, etc., vu que le prompt est exactement identique.
Et donc, du coup, si je copie cette chose-là et que je la mets... Est-ce que je peux la mettre là? Voilà. Hop. Que je la mets là, que je sauvegarde, ça va me formater. Et automatiquement, en fait, imposé par la structure dans notre guidage, il va nous extraire le nom de la ville, le pays où c'est dit nulle part. Alors ça, c'est la magie des LLM. Je pense réellement que c'est dit nulle part, Malaysia. Ouais, c'est juste la magie des LLM. Le postal code, dommage, j'aurais pu le trouver. Le street number et le nom de la street. Bon, c'est pas parfait. Le modèle, du coup, n'a pas été entraîné là-dessus, donc on ne peut pas non plus lui en demander énormément. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités qui nous sont accessibles maintenant. Enfin, juste avec cet outil-là. Tu as une question ou tu vas la poser après? Vas-y. Est-ce que c'est possible, par exemple, de lui donner un ticket de caisse, de donner la capture d'écran à dashboard et de lui demander qu'il nous sorte que dalle pour les avoir intégrés après dans la table Excel, par exemple? Et faire la même chose avec. Ouais, l'imagination est à limite. Hein, ouais. Non, en vrai, il n'y a pas de limite. On pourrait lui demander d'en faire un CSV, enfin d'avoir à partir d'une facture, je sais pas trop quoi, d'en faire un CSV avec toutes les lignes, etc. On peut lui demander à partir d'un CSV de le convertir en JSON. Voilà. Nous, on fait beaucoup avec de l'OCR, et du coup, je vais revenir à la présentation pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on a obtenus. Alors, c'est pas forcément avec les modèles là. Alors, ce qui se passe, c'est que historiquement, on travaillait beaucoup avec de l'OCR, même sur les expense, là où les images sont un peu pourries, mais avec les progrès des OCR mobiles, etc., on arrivait quand même à un résultat de qualité d'extraction OCR qui est plutôt correct. Et du coup, ce qui se passe, donc on travaille sur des notes de frais. Là, j'ai mis quelques champs, mais pas tous. Mais en fait, on a une pléthore de champs, et les taxes, par exemple, c'est plus que juste. Enfin, on extrait la tax value, la tax percentage, le tax code, etc. On a testé du coup avec GPT-4 mini. Alors, j'ai cherché un petit peu le nombre de paramètres de GPT-4 mini. J'ai vu sur internet des trucs qui disaient 8 milliards. Je crois pas trop. Donc, j'ai mis plus que 8 milliards de paramètres, on va dire. En se limitant uniquement à la modalité de texte, donc en gros uniquement avec l'OCR, on pose les mots, on essaie de créer à peu près des lignes. Alors c'est un problème, si vous n'avez jamais fait de compréhension de documents, c'est un problème qu'on a, c'est que les documents, les mots, ils sont positionnés en 2 dimensions dans l'espace. Et c'est complètement différent du coup d'un texte, d'un journal, etc., où les mots, en fait, on s'intéresse uniquement à la séquence linéaire. Donc du coup, là, les LLM, la grande majorité des LLM sont uniquement entraînés à traiter du texte linéaire, on va dire. Donc on essaie de créer un petit peu des lignes, des retours à la ligne, etc., un petit peu comme on peut. On arrive à des résultats d'extraction qui sont bien pour un modèle qui n'a jamais été entraîné là-dessus, on va dire. Donc 40% d'extraction du nom, autour de 70-80% sur d'autres champs. Si on prend un lama 3.2 de 1 milliard de paramètres et qu'on l'entraîne, nous on a un dataset de 30 000 expense labellisés, qui en fait ont été labellisés par GPT-4o. Hein. C'est ça aussi un des gros avantages des LLM, c'est que là où avant un des coûts immenses qu'on avait dans la réalisation d'un projet alors de NLP ou n'importe quoi, c'était de labelliser de la donnée pour en avoir suffisamment pour faire un entraînement supervisé. Maintenant on peut se permettre d'utiliser un LLM, vérifier que ça marche plutôt bien, et ensuite on labellise une énorme quantité de données, et derrière on peut aller entraîner des modèles plus petits, beaucoup plus efficients pour résoudre la tâche. Et du coup un Lama 3.2 de juste 1 milliard de paramètres qui utilisent du coup exactement le même OCR, et ben déjà on a des performances qui sont similaires pour un coût pratiquement nul à l'utilisation, c'est-à-dire qu'un Lama 3.2 de 1 milliard de paramètres à hoster, ça tourne sur un CPU. Hein. On a fait exactement la même chose en introduisant la modalité image. Donc on garde le GPT-4 mini, mais on lui file l'image en plus de l'OCR. Donc du coup dans le prompt, on a un prompt un petit peu bizarre où on lui file l'image, on lui dit voilà, ça c'est un ticket de caisse, on a fait passer un OCR, dessus, voilà le texte à quoi ça ressemble. Il y a un vrai intérêt, et on le voit dans les chiffres ici, à filer les deux modalités, parce que du coup les modèles multimodaux, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, que ce soit Google, OpenAI, etc., en fait ils sont pas très très bons à faire de l'OCR. Enfin ils sont corrects par rapport à il y a 5-10 ans, mais ils sont pas très très bons. Et donc en fait ils vont pouvoir s'aider les LLM sont vachement capables de faire le lien entre un endroit dans l'image et du texte, et faire le lien entre ces deux modalités là. Ils sont vachement entraînés à faire ça, notamment dans leur pré-entraînement.
Et donc, si on compare les deux GPT-4 mini, on a un énorme gain de performance sur le nom, sur la date, sur le total, sur tous les champs, on a un énorme gain de performance qui est non négligeable. Alors, Llama 3.2, je crois que les Llama multimodaux, les plus petits, doivent faire 8 milliards de paramètres peut-être. C'est celui que j'ai installé sur ma machine. Du coup, on voulait rester en dessous du milliard de paramètres. Donc, on est parti sur un autre modèle un peu moins connu de Microsoft qui s'appelle Florence 2, qui lui fait 770 millions de paramètres. Et dedans, il y a la modalité image et le décodeur textuel derrière, quoi. Pareil, réentraîner le modèle. Alors, du coup, on a juste entraîné la partie décodeur de texte, pas la partie image. Et on a des performances qui sont encore meilleures que GPT-4 mini, pour un modèle qui est encore plus petit que Llama 3.2. Alors meilleur que GPT-4 mini, à nuancer, pas sur tous les champs, mais on va pas trop lui en vouloir non plus. Donc voilà un petit peu ce qui est possible de faire avec pas énormément de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, entraîner ce genre de modèle-là d'un milliard de paramètres sur des GPU, même sur 30 000 expense, ça se fait en quelques jours sur un ou deux GPU. Donc je pense que le coût associé, il ne doit pas être beaucoup plus haut que quelques centaines d'euros. Grand total, et on obtient des résultats derrière qui sont bluffants, qui sont assez bluffants, ouais. Hop, et je vois que j'ai pas mal traîné. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des questions? Si. Une question, vous passez juste un micro pour l'enregistrement, histoire qu'on entende la question. On a 5 minutes. Ouais, 10 bonnes minutes. Merci. Du coup, on peut dire qu'il vaut mieux utiliser un petit modèle spécialisé plutôt qu'un grand modèle un peu fourre-tout pour avoir une qualité de résultat supérieure, ou c'est pas une conclusion qu'on peut tirer du tableau? Pour avoir une qualité de résultat supérieure, je sais pas. Alors moi, c'est dans mon cas, là, j'ai eu des résultats un peu meilleurs, en effet, avec le modèle. Non, mais je pense que la vraie conclusion, c'est que les gros modèles qui sont accessibles. Alors après, est-ce qu'on peut dire que GPT-4 mini, c'est un gros modèle? Peut-être. Ils sont vachement bien parce qu'ils sont accessibles et tout, mais le coût des réentraînements de ces modèles-là, c'est envisageable pour pas beaucoup de monde. Et en fait, souvent, quand on a des tâches qui sont un petit peu spécialisées, alors je dis pas non plus que l'extraction d'informations dans des tickets de caisse, c'est une tâche spécialisée. La preuve en est que des modèles y arrivent très bien. Je vous ai montré là avec le Llama multimodal, non réentraîné, il y arrive bien. Mais il y a toujours la possibilité d'aller sur des modèles plus petits et d'aller faire l'effort du fine-tuning. Et même pour des tâches d'extraction d'informations ou en pratique, même des modèles petits comme ça, si on les fine-tune, ils ne vont pas réussir à créer du JSON correctement. Eh ben, le guidage permet d'aller pallier à ce défaut-là, quoi. Donc, ouais, le point que je veux vraiment pousser dans cette présentation-là, c'est en partie, du coup, les petits modèles, ils ont un vrai intérêt. Surtout si vous voulez les utiliser comme un petit outil ponctuel pour une tâche plutôt précise, mais qui n'est pas non plus à la portée de code classique, quoi. Enfin, ça reste quand même une tâche d'intelligence artificielle. Et là où, du coup, c'est trop facile de juste dégainer une requête à OpenAI pour tout et n'importe quoi. Pensez que si ça devient un use case qui devient vraiment proéminent et qui commence à coûter cher et à faire beaucoup de volume, bah, il y a cette solution-là qui est plutôt accessible et qui donne parfois de meilleurs résultats. Enfin, nous, ça a été le cas, quoi. Oui, une information qui aurait été intéressante, c'est d'avoir aussi le temps de réponse par rapport à ces résultats, savoir si les petits modèles étaient plus rapides ou moins rapides que les gros modèles. Ouais. Je ne l'ai pas là. C'est quelque chose que j'ai ailleurs. Alors moi, dans mes expériences là, j'ai testé aussi avec et sans le guidage sur les modèles open source. En fait, tous les modèles là sont guidés. Je voyais pas de différence en termes de gain de performance sur la génération. Après, je commençais à avoir une structure qui commençait à être complexe, donc peut-être qu'il y avait du backtracking qui intervenait.
Et alors j'ai les chiffres sur Florence 2. Alors on les fait tourner sur des petits GPU, sur une souscription Azure les plus petits possibles. Alors c'est vraiment de la merde, je crois que c'est des K40 ou des trucs comme ça, des L4, je sais plus. T4? Je sais pas si. L4? Ouais. Bref, les plus petits possibles, parce que du coup c'est des modèles de moins d'1 milliard de paramètres, ça tourne sur n'importe quoi. Le traitement d'un ticket, ça prend à peu près 2 secondes, 1 à 2 secondes. Là où GPT-4 mini, c'est plus un peu moins de 10 secondes. Entre 6 et 10 secondes en fonction de la volonté du serveur, quoi. Donc, il y a un gain de temps qui est assez significatif. Après, il y a aussi alors, je suis pas sûr que le réseau entre beaucoup en compte, mais GPT-4 mini, on envoie une image au serveur, il la processe. Peut-être que de leur côté, ils font aussi du resizing d'image, je sais pas trop quoi. Enfin, il y a peut-être tout un tas de trucs qui se passent dont on n'a pas forcément conscience. Donc, il y a un gain de temps à utiliser des petits modèles, mais ça, c'est pas. Enfin, on s'y attend, quoi. C'est un petit bonus en plus, quoi. Alors, je vais rajouter une petite précision. Moi, j'ai fait les tests, plus le modèle est petit, plus tu as de backtracking. Ça, c'est sur la même tâche donnée. C'est pas étonnant. Voilà. Moi, ma question, tu as une guidance qui est une contrainte. Ta tâche, c'est une contrainte. Donc, tu arrives plus facilement à un résultat. Quand tu commences à avoir des problèmes semi-ouverts, je vais donner un exemple typique. J'ai envie de guider mon modèle qui fasse une requête SQL, par exemple. Et là, on est très très vite limité, surtout avec Guidance, j'ai pu le tester plusieurs fois, où on a énormément de backtracking, on a du mal à suivre les instructions parce que tout ce qui est formaté, ça marche très très bien. Mais quand on commence à avoir quelque chose de semi-ouvert ou semi-formaté, on est très vite limité. Et là, il y a de nouveaux modèles qui sont plus faits pour être instruits dans la façon d'appliquer une réponse formatée. Et ça devrait un peu enlever cette guidance serait déjà propre au modèle. Et là, ma question, c'est est-ce que tu as de ton côté, chez Esker, vous avez fait des problématiques beaucoup plus ouvertes et qu'est-ce que tu en as eu comme J'ai fait retour? des tests où on peut utiliser le guidage pour, par exemple, faire du chain of thought par exemple, dans le truc tout con, mais du coup dans les steps de la génération, on peut lui indiquer un step de thinking, ou c'est une liste de steps de thinking, et lui automatiquement il va générer un premier item de thinking, et il va commencer à penser, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis il est un peu libre là-dedans. Et du coup c'est un peu plus libre, mais il y a beaucoup moins de contraintes. Soit tu le forces à arrêter au Et voilà, du coup on peut le forcer à faire plusieurs steps de thinking, minimum 3-4, etc. Absolument. Et après, le souci, c'est que tu passes de 2 secondes à un temps qui peut être de 10 secondes à 1 minute, selon comment tu l'as bridé aussi sur la chaîne de pensée qui va itérer. Et Alors je pense, pour le début de ta question sur la génération de grammaire formelle, genre du SQL et tout, je pense que le guidage vient en plus d'un fine-tuning pour entraîner le modèle à générer du SQL. Surtout sur les petits modèles, où du coup, de base, faut que tu vas avoir beaucoup moins de backtracking si de base ton modèle, il sait il a à peu près l'habitude de générer du SQL correctement et il sait déjà à peu près à quoi ça va ressembler. C'est des contextes. Tu as des modèles qui sont spécifiquement SQL, fait bon en génération. Ouais. Le problème, c'est la contrainte de ton modèle de données. Tu vois, tu as un genre conversationnel avec storyline, contrat avec guidance. Ouais. Quand tu vas vouloir lui apporter contexte de la base de données qui est énorme, malgré sa contrainte, il va mouiller en boucle. C'est pour ça que moi j'avais regardé on débat pas. Du coup, j'ai pas fait ces expériences-là sur. On est beaucoup moins dans la génération un peu plus libre, etc. J'imagine du coup tu lui filais la guidance, du coup tu lui filais directement la grammaire de SQL. Ouais, enfin. Parce que du coup j'ai très peu joué avec je crois que c'est LamaCpp qui permet de faire ça, de filer une grammaire et derrière vas-y fais ce que tu veux. J'ai un petit peu joué avec les regex, mais c'est là que j'ai observé qu'il y avait beaucoup de backtracking et ça devient un peu sale.
Du coup, je suis pas allé beaucoup plus loin et je me suis vraiment cantonné à de la. Enfin, je pense que du coup, l'extraction d'informations, ça reste un des domaines où c'est plutôt cadré et j'ai peu observé de backtracking dans ces cas d'usage-là. Donc, ouais, faut vraiment voir ça comme un outil et c'est pas un outil magique, loin de là. Il y aura sûrement d'autres solutions et d'autres. Enfin, c'est pas pour rien que du coup les modèles de génération de code ne font pas du tout de guidage, etc. C'est parce qu'en fait la grammaire est beaucoup trop permissive et ça aide pas beaucoup, quoi.